Au sommaire de ce Vendée-Mag, la victoire écrasante de Charlie Dalin devant Johan Richomme et Sébastien Simon. La bataille est loin d'être finie pour la place de 4e avec Jérémy Bayou et Sam Goodchild à la lutte. Enfin, nous reviendrons avec Jean-Luc Nélias sur le parcours quasi sans faute de Charlie Dalin. Santé prévoyance, approximativement à 100 mètres de la ligne d'arrivée du Vendée Globe 2024. Attention pour l'arrivée de Charlie Dalin, massif santé prévoyance. Top, massif santé prévoyance, vainqueur du Vendée Globe 2024-2025. Mardi 14 janvier à 8h24, Charlie Dalin a coupé la ligne face au Sables d'Olonne. Le skipper de Massif Santé Prévoyance remporte la 10e édition du Vendée Globe et met ainsi fin à 8 ans d'une quête obsessionnelle de victoire. J'ai jamais vécu des émotions pareilles. C'était de la folie là. Cette ligne d'arrivée avec la lumière comme ça du jour qui commençait à percer. J'ai jamais vécu ça de ma vie, c'était incroyable. C'était incroyable comme moment. Ce Vendée Globe 2024, j'en rêve depuis le lendemain de l'arrivée du Vendée Globe 2020. Et c'est 4 ans que je me suis battu avec l'équipe, on a travaillé dur, on a tout donné pour faire ce super bateau, ce super Massif Santé Prévoyance, pour essayer de penser ce bateau, pour le mettre au point. Et tout le monde s'est donné à fond, le bateau il était nickel. Et voilà, ça fait 4 ans qu'on vit pour ça. Et ça y est, on a atteint l'objectif. C'est super. J'ai l'impression d'avoir fait une course de 48 heures. Tellement c'était intense, tellement c'était rapide, tellement ça a enchaîné. On a descendu l'Atlantique Sud à une vitesse folle, 23 jours de mer du Sud. C'est incroyable aussi. Remonter l'Atlantique, pareil. Tout à l'heure, avant de franchir la ligne d'arrivée, je me disais mais j'ai l'impression d'être parti il y a 2 jours, quoi. Vraiment, j'ai vraiment l'impression d'être parti il y a 2 jours, quoi. Il y a juste la température qui a changé, quoi, mais non, vraiment, super cette course. Lancé dans un sprint final effréné, Charlie Dalin n'aura pas commis d'erreur. Comptant toujours plus de 100 000 d'avance, soit plus de 200 km sur Johan Richomme dans les 5 derniers jours, Charlie Dalin a parfaitement géré le passage le long des Açores, puis l'entrée dans le golfe de Gascogne. Maintenant une vitesse élevée, dans des allures favorables, Dalin a ensuite viré vers les Sables d'Olonne en arrivant à la Pointe Bretagne lundi après-midi. Toujours le plus rapide, Dalin a fermé toutes les portes dans lesquelles Johan Richomme aurait pu rêver de s'engouffrer. Un finish au pré, face au vent, un finish sous tension, à une allure assez inconfortable, pour venir, comme il y a 4 ans, couper la ligne en tête du Vendée Globe, après 65 jours, soit 9 jours de mieux que le dernier record de l'épreuve détenu jusque-là par Armel Lecléache en 2016. Une performance sidérante, obtenue de haute lutte, grâce à un adversaire redoutable. C'était un match incroyable avec Johan, vraiment chapeau à lui. Lui c'est son premier Vendée Globe et pourtant on dirait que c'est son 3e ou 4e. Et il a attaqué comme un fou dans le sud. C'était vraiment incroyable à quel point on a l'impression qu'il avait fait le Vendée Globe toute sa vie. Et vraiment bravo à lui. Et je pense que c'est grâce à lui qu'on a fait le tour du monde en si peu de temps, parce que voilà, ça m'a aussi moi poussé à toujours renvoyer de la toile, renvoyer des ris, re-régler le bateau en permanence pour aller chercher les systèmes, creuser. Et voilà, je pense que c'est grâce à ce duel qu'aujourd'hui il y a un record de battu. Je pense que c'est grâce à Johan et au duel intense qu'on a vécu pendant une grande majorité du Tour du Monde. Quelques heures plus tard, après avoir pleinement savouré cet atterrissage royal, Charlie Dalin a pu jouir pleinement de cette remontée du chenal, si frustrante il y a 4 ans.
Dès l'arrivée officielle connue par-delà les mers, ce sont ses pairs qui ont salué la consécration de Charlie Dalin. Bravo Charlie, belle victoire sur le Vendée Globe, tu as fait une course incroyable, je pense que tu le mérites largement. Un bateau parfaitement prêt, de super vitesse. Donc il était pour toi ce Vendée Globe. Et je sais pas si tu te rappelles, il y a 4 ans quand j'ai pris le trophée dans les mains, ce que je t'ai dit, je t'avais dit dans 4 ans il sera pour toi. Voilà, je ne me suis pas trompé et je suis très très content, c'est vraiment mérité. Vraiment impressionnante. Ta course, taux d'engagement, la vitesse, chapeau, t'as fait ça incroyablement bien. On m'a souvent demandé au départ du Vendée Globe qui était mon favori. J'en avais pas jusqu'à ce que tu fasses cette option de dingue à la fin de l'océan Indien où j'ai trouvé ça tellement audacieux et tellement beau. En fait, je suis passionné de navigation, de stratégie, de course au large. Et là, la route que tu as prise à ce moment-là, je me suis dit, c'est osé, c'est beau, c'est culotté, c'est mesuré et c'est bien fait. Franchement, c'était tellement chouette à voir, même nous en tant que skipper depuis la mer. Et je t'avouerai que jusqu'à hier, je pensais peut-être me refaire et passer devant toi. Mais bon, voilà, là c'est terminé pour cette édition. C'est ouf de se dire qu'il me reste 3 semaines de mer et que le premier concurrent est arrivé. À la fois, je suis hyper ému pour Charlie, pour lui, pour toute son équipe. Je trouve ça génial et en même temps, c'est un petit peu déprimant pour moi. Il va venir nous rejoindre maintenant, faites du bruit pour lui, s'il vous plaît. Charlie Dalin, qui va passer maintenant parmi nous dans quelques instants. Charlie Dalin. Il est à toi, ce trophée, vainqueur de la 10e édition, Charlie Dalin. Charlie Dalin, vainqueur de l'édition 2024-2025 du Vendée Globe. Bravo. Sans suspense, Johan Richomme a franchi la ligne d'arrivée en 2e place mercredi 15 janvier à 7h12 du matin. Il aura mis 65 jours de mer à 17 nœuds de moyenne pour boucler ce premier tour du monde et il termine avec finalement 22 heures de retard sur Charlie Dalin. Bah écoute, ouais, l'émotion d'avoir fini un tour du monde, quoi, incroyable, quoi. Je sais pas si un jour j'en avais vraiment rêvé, mais en tout cas on l'a fait et t'as la fierté d'avoir mené une équipe d'une page blanche il y a 3 ans à une 2e place sur le Vendée Globe, à titiller le premier, un record. Bon, moi je fais pas le record, mais bon, pas très loin. Incroyable et voilà, donc énormément de fierté, juste l'envie de partager avec tout le monde, l'envie de fêter ça dignement. Johan Richomme a ralenti sur les dernières heures pour s'offrir la remontée du chenal au petit jour. Et arriver là avec tout le monde, c'était hyper chaleureux, c'était génial. Et voilà, bah écoute, juste la satisfaction d'avoir terminé un super beau projet et de l'avoir bien fini. Hein. C'était une de mes craintes, hein, de pas rendre une belle copie. Donc là, forcément, je peux pas être beaucoup plus satisfait. Écoute, l'autre, il est à moitié imbattable. Là, donc, Il la méritait amplement, c'est totalement mérité et puis il est très fort. Hein. De toute façon, je savais qu'en enroulant le Cap Horn devant, franchement, je pensais que j'avais 10% de chance de l'emporter et je pense pas que j'avais bien tort. Hein. Ça s'est peut-être pas joué à grand chose, je ne saurais pas, il faudra refaire le match un jour, mais en tout cas je suis content pour lui et voilà, tout simplement, quoi. C'est vrai qu'on partage pas mal de choses depuis une bonne dizaine d'années, voire plus. Et donc c'est sympa de se retrouver là tous les deux. Voilà, c'était beau, c'était bien.
Finalement, l'attaquant au gros cœur n'aura pas eu l'occasion d'inquiéter Charlie Dalin, mais pour une première expérience, la copie est proche de la perfection. Notre expert du jour, c'est Jean-Luc Nélias, le team manager de l'équipe de Charlie Dalin. Derrière nous, ce fabuleux bateau qui a donc battu le record. Vous l'avez récupéré depuis quelques heures maintenant. Comment vous l'avez retrouvé, ce bateau, Jean-Luc ? Quand le bateau est arrivé, c'était encore le lever du jour, la pénombre un peu. Et on essaie de scruter partout où est-ce qu'il peut y avoir des incidents sur les voiles, sur les aériens tête de mât, sur des choses comme ça. On regardait un petit peu partout. Mais en fait, il n'y a pas grand-chose d'apparent. Hein. Le bateau il est en très bel état. Effectivement, quelqu'un me disait tout à l'heure, on n'a pas l'impression que le bateau a fait le tour du monde en 65 jours. Mais si, alors il y a un peu quelques algues qui traînent sur le tableau arrière, qui ont eu le temps de pousser malgré la vitesse. Mais non, le bateau est en très bel état. Alors structurellement, il y a quand même eu une petite fissure, nous a révélé Charlie. Oui, il y a eu un bord dans l'océan Pacifique où Charlie, en tribord à mur, il se sentait que le bateau souffrait. Et juste avant le Cap Horn, il a été faire une inspection quand ça s'est un peu calmé. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un craquement de la peau à l'intérieur du carbone d'une cloison à une autre cloison. Et ça, Charlie a été réparé après les îles Malouines. Il a profité d'une séquence de petits temps pour aller faire de la strate, comme on dit, du composite, rajouter des plis de carbone à cet endroit-là. Alors vous êtes un spécialiste de la performance. Ce bateau a emmagasiné des terras et des terras de données. Maintenant, votre boulot, ça va être l'analyse de ce parcours génial. On va recevoir plein de data, effectivement. Donc, on les formate, on les met au propre, on refait le parcours. Et puis après, en discutant avec Charlie, et nous, ce qu'on a vu ou ce qu'on veut voir, on va faire une analyse de section. On va lui demander, regarde le nombre de fois on a fait ceci, ou le nombre de fois on a fait cela, ou qu'est-ce qui s'est passé, quand est-ce qu'on allait plus vite avec le foil à tel endroit, tel angle devant. Voilà, enfin, toute une série d'études comparatives pour essayer de cerner le bateau, les points forts, les points faibles, là où on doit l'améliorer, puisqu'il faut toujours améliorer son bateau. C'est ce que essaient de faire les autres. Donc en fait, il y a une course à l'amélioration. Et si tu t'améliores pas, ça veut dire que la course d'après, tu seras en arrière au niveau vitesse par rapport à d'autres. Donc il faut toujours progresser. Qu'est-ce qui vous a surpris dans la performance de ce bateau sur ce parcours ? La performance du bateau dans ce parcours, c'est de toujours aller vite. En fait, c'est la performance du skipper aussi, de trouver les bons moments et de l'équipe technique à terre qui conseille Charlie quand il y a des problèmes de mécanique ou de toutes sortes qui l'empêchent de mener le bateau correctement. Donc en fait, c'est toujours trouver les ressources à terre et en mer pour bricoler sur le bateau, faire de la maintenance, l'entretenir sans perte de vitesse en fait. Et ça c'est important parce que c'est comme sur la route, si vous arrêtez à la station à service pour faire le plein 3 fois, votre moyenne elle va baisser. Là c'est pareil, dès qu'on fait un vent arrière pour sortir sur le bateau, sur le pont, pour qu'il y ait moins de vagues et que ce soit moins dangereux, à chaque fois qu'on fait ça pour aller vérifier quelque chose, c'est une perte de terrain. Et donc ça, on n'en a pas beaucoup sur l'ensemble du parcours. C'est ce qui permet aussi de faire le record. Et alors sportivement, qu'est-ce que vous retenez de ce parcours ? Les trajectoires ont été très tendues, très rapides, toutes les sections, les records sont tombés et même le final entre l'équateur et les Sables d'Olonne, c'est juste incroyable, c'est une droite presque jusqu'à Pinmar, puis après il y a un petit peu de louvoyage, on tire des bords un petit peu pour aller jusqu'au Sables d'Olonne, mais c'est vraiment un parcours très tendu et très rapide. Ouais. Est-ce que vous pouvez mettre des mots sur ce que ça veut dire concrètement, ce rythme infernal qu'ils se sont imposés ? Oui, on ne s'en rend pas toujours compte parce que sur les vidéos où il y a un petit peu d'esbrouf, où on fait des sourires parce que ça passe mieux les sourires, donc on ne voit pas forcément, peut-être au visage un peu creusé que les gars sont fatigués, mais nous on sait que de temps en temps, Charlie nous disait qu'il était en PLS, en position latérale de sécurité, il n'y a plus rien à faire, faut calmer sur la communication parce qu'ils ne font pas que du bateau, ils ont aussi de la com à faire et tout ça, donc les directs, on laisse tomber, on essaie de se reposer après le horn parce que c'est un moment où on reste éveillé longtemps pour être vigilant et puis on est excité, on a du mal à dormir, mais le contre-coup derrière il est énorme et toute la remontée de l'Atlantique sud vers l'équateur, c'était assez compliqué avec beaucoup de transitions, beaucoup de manœuvres. Et là, je crois que Johan et Charlie, ils étaient cramés par moment, Donc ça, c'est dangereux parce qu'une fois qu'on est cramé, c'est perte de lucidité, on fait des bêtises et du coup, il faut réparer les bêtises et du coup, on dort pas. Et en fait, c'est une boucle infernale et ça, on voit sur la flotte certains skippers ou binômes bateau-skippers qui souffrent de ça. Et alors, il y a plusieurs interprétations. Certains disent que c'est dans la grande diagonale entre le Brésil et l'Afrique du Sud. D'autres que c'est au moment de la grosse dépression des Kerguelen. D'autres au moment du front froid du Cabo Frio. Où est-ce que ça se joue vraiment pour vous, cette course ?
Je dirais que ça se joue, sans me contredire tout à l'heure, hein, ça joue tout du long en fait, où faut pas s'arrêter, faut toujours être rapide, faut toujours être dans le groupe de tête. On a vu que le groupe de tête il progressait nombreux et puis petit à petit il y a des pertes, il y en a un qui disparaît, il y en a un deuxième qui disparaît, il y en a un troisième qui disparaît, puis ils sont relégués très loin derrière au final. Donc il faut toujours être accroché, se dire que faut pas se dire ça va pas être trop grave parce qu'après il va y avoir un anticyclone où je vais les rattraper. Non, il faut toujours être à fond. La météo devant vous, elle va changer, elle va évoluer. Ce qui était fermé va s'ouvrir. Et en fait, ils ont toujours été constant vigilant. Johan, il a réussi à revenir quand on avait fait, quand Charlie, on avait fait, mais quand Charlie a fait le trou de 500 000 au Kerguelen à peu près, et Johan, il a eu les ressources, il a appuyé, il a eu les bonnes conditions météo aussi pour le faire, ce qui lui a permis de recoller, mais c'est le seul qui a recollé à ce moment-là et qui termine quasiment avec Charlie à quelques heures près. Merci beaucoup Jean-Luc et encore bravo. Alors 2 bateaux au port dans ce long chenal des Sables d'Olonne, mais la course continue bien sûr. Pour le 3e, Sébastien Simon, le Sablais au sponsor vendéen, la fête s'annonce incroyable pour célébrer une performance sportive et humaine majuscule. Une démonstration réussie de son talent malgré une casse de foil dans le Pacifique qui l'a privé de match pour la victoire et un très joli rebond après 4 années difficiles. Il y a 1 an, Sébastien Simon était convalescent après une fracture des cervicales et il y a 4 ans, son premier Vendée Globe s'était arrêté au Cap après avoir tapé un objet ou un animal non identifié. Revenu dans l'hémisphère nord, le peloton des chasseurs malheureux, tant ils ont enchaîné les systèmes météo compliqués depuis le début de ce Vendée Globe, s'apprête à vivre un final à l'usure, car très lent. S'ils naviguent en ce début de semaine dans les alizés, la situation est complexe pour revenir dans le golfe de Gascogne. Un anticyclone très sud et bien installé leur promet un vrai casse-tête et des choix de route très incertains. Sam Goodchild et Jérémy Bayou sont bord à bord à l'entame du poteau noir. Ça y est, on vient de franchir l'équateur. Ah, ça y est, retour en hémisphère nord. Et voilà, la prochaine ligne à franchir, c'est la ligne d'arrivée, Sables d'Olonne. Toujours Sam à côté. Il va vite. J'ai du mal à le doubler. Et voilà, on revient dans le poteau noir. Quelques grains, ça a commencé déjà. Voilà, c'est bien parce qu'il faisait un peu chaud, donc ça fait du bien, un peu de pluie. Paul Meillat, légèrement en retrait, se montre particulièrement épanoui et à l'attaque, jusqu'à ce qu'une avarie de gréement ne le fauche à son tour. Ah voilà, c'est le drame. Ça c'est le J2 qui s'était emmêlé dans le foil, j'ai réussi à le démêler. On n'a plus d'étais. Voilà la pièce qui a cassé. Le mérillon. Voilà, je suis sous J3 comme Thomas et Boris, mais le problème c'est que moi la différence c'est que j'ai pas d'étais. Ça c'est un petit peu problématique quand même. Donc bon voilà, on va essayer de finir la course. Nicolas Luneven, Thomas Ruyant et Boris Herman naviguent eux aussi en mode dégradé après leurs avaries de voile et de tête de mât. Je suis équipé pour abattre et monter la voile sur une drisse de tête. Ensuite monter moi et ensuite faire un lâcher. Sur le principe c'est simple, mais là il y a 2 mètres de mer, le clapot de l'Alizé. Je suis pas à l'aise, je suis un peu nerveux. Pour eux, l'objectif est de défendre leur place dans le top 10, car derrière, Justine Métro continue à cravacher sur le bateau le plus ancien de ce groupe de tête pour parachever un premier tour du monde impressionnant de régularité. 1000 km plus au sud, à la sortie des zones orageuses du Cabo Frio, en 11e position, Clarisse Kremer vit un vrai moment d'inquiétude. J'aime pas ça, il y a des éclairs, il y a des tonnerres. Je me demande lequel va tomber dessus, quoi. C'est vraiment pas drôle. Kremer emmène le trio qui ne se quitte plus depuis la Nouvelle-Zélande avec Sam Davis et Benjamin Dutreux dans son sillage et enfin des alizés pour accélérer. Bon, ça y est, je suis sortie des grains là. Je suis tellement soulagée. Je me rends compte que ça faisait un bout de temps que j'étais stressée par ces orages. Voilà, encore un petit bord et on va virer de bord pour aller vers le nord, dans les alizés. Regarde-moi ça. On est dans les alizés.
quelques heures, on a accéléré vers le nord. Donc ça, c'est quand même plutôt agréable et c'est quand même plutôt cool. C'est pas encore la folie et c'est pas encore complètement stable, hein, mais bon, on n'est pas en vacances non plus. Les marins sont entrés dans leur 3e mois de mer. Après les grosses tempêtes essuyées au passage du Cap Horn, la fatigue permanente commence à leur jouer des tours. C'est un truc de ouf, comme j'ai l'impression d'être ni narcoleptique, ni... Tu sais, c'était la maladie d'adolescent, le truc que tu chopais quand tu roulais trop de galoches. Et t'étais tout le temps fatigué, je sais plus comment ça s'appelait. La mononucléose, c'était pas ça? J'ai l'impression d'avoir la mono et d'être narcoleptique. et vraiment, j'ai des douleurs mais partout quoi, c'est un truc de ouf, ça apparaît. C'est trop bizarre quoi. J'ai des boutons qu'on poussait sur le dos là ce matin. En fait, mon corps est en train d'extérioriser ces 2 mois dans le sud et ça fait mal, punaise. Il vient de m'arriver un truc de malade. Mon corps a lâché. Je suis parti m'allonger dans la banette avec de la musique sur les oreilles avec mon casque. Il y a un petit gris de sudoku pour penser à autre chose parce que là le vent était stable. Je me suis réveillé 4 heures plus tard, sudoku sur le nez, plus de batterie dans le casque, flaque de bave. J'ai lâché. Mon corps a lâché. Ça fait tellement du bien. Avant de trouver un chemin pour remonter vers l'équateur, ce groupe de 7, dans lequel se met le bateau à dérive et foiler, doit trouver sa voie dans les airs instables et imprévisibles du front froid semi-permanent du Brésil. Quelque part, c'est pétole. Donc c'est pétole déjà depuis un certain moment, mais bon. Donc on espère toujours la petite risée, le petit truc, le petit machin, et qui va arriver, qui arrive de temps en temps. Alors dès que tu dépasse les 8 nœuds de vitesse bateau, t'es content. Tu te dis ça va durer, puis tu retombes dedans. Et voilà, regardez. Tac, tac, tac. Les écarts se sont resserrés et à ce jeu-là, le rusé Jean Le Cam tire son épingle du jeu sur une voie médiane. Pour moi, c'est sûr. Romain Attanasio est parti à l'ouest pour longer les côtes et son option semble payante. Je suis tombé en esclavage de ce sourire, de ce visage. Et je lui dis, emmène-moi. Ah, c'est cool, on a enfin retrouvé du vent. On peut avancer. Bon, les autres, ils sont revenus juste derrière. Ils auront pris quasiment 800 000 de retard. Alan Roura est effectivement bien revenu dans ce début de remontée de l'Atlantique. Plus à l'attaque, le Suisse est avec Damien Seguin à la recherche d'une route dans l'Est. Alan, il est content là. J'ai eu une météo correcte pour remonter. J'ai eu les planètes se sont un peu alignées et j'ai poussé un peu le bateau aussi, donc je suis content. Voilà, c'était une belle nappe depuis l'Earl jusqu'ici et même là encore là c'est cool parce que là en vitesse je suis pas ridicule par rapport aux autres, donc voilà je suis content. Après voilà la course elle est encore longue. Derrière ça va revenir sur nous aussi. On est dans une situation météorologique qui est très complexe. Mais je suis content de revenir avec des bateaux qui ressemblent un peu plus aux miens, donc c'est chouette. Plus bas, c'est encore la tempête. Là, il y a 40 nœuds et ça va être comme ça pendant 20 heures à peu près. Et donc, j'ai pas voile d'avant, je suis sous 2 RIGV, mais du coup, c'est un peu chaud. Pas hyper sereine. Violette d'Orange a perdu son J3 dans l'eau, une voile destinée au fort coup de vent. Elle navigue au large de l'Argentine, désormais en duo avec Arnaud Boissière, car Éric Bellion a dû jeter l'éponge au Malouine. Après avoir réparé une première fois la croche de son été de J2, il a constaté que sa réparation n'avait pas tenu. 100 pièces de rechange à bord, et en vue du gros coup de vent qui arrivait, il a dû s'amarrer à Port Stanley et renoncer du même coup à la course. It's so great, guys. It's so great. Là, c'est tranquille en attendant de s'en prendre une vite fait quand même avant le Cap Horn. Hein. Bon, faut quand même pas déconner. Hein. Bon, allez. Le Pacifique était pas de tout repos. Il en reste encore quelques jours. Voilà. Et vivement ce Cap Horn que j'attends depuis des années maintenant. Toujours dans le Pacifique, le peloton d'Antoine Cornic est encore rudoyé par une dépression sévère.
Albatros direkt vor Kap Horn. Oliver Heer est le premier de cet avant-dernier groupe à franchir le Horn. Puis suivent Kornick et Shu Jin-kun. Enfin, tout juste au point Nemo, la queue de la flotte avec Fabrice Amedeo et Manu Cousin qui ne se quittent pas pour traverser ces contrées sauvages. Et plus loin derrière, Denis Van Venberg qui ferme la marche à plus de 15 000 km des Sables d'Olonne. Le podium de cette 10e édition du Vendée Globe est désormais connu, mais sur l'eau, le match reste intense pour les places d'honneur et cette incroyable régate planétaire n'a pas encore livré toutes ses histoires.